Welcome to the Atlantic Perspectives podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans la Maison Blanche et l'Europe avec Maxime Lobet. Dans l'épisode précédent, nous avons quitté les États-Unis sous les présidences de Taylor, Fillmore, Pierce et Buchanan. Pendant 12 années, ces 4 présidents ont tenté de préserver l'Union face à une crise qui ne cessait de s'aggraver. Les tensions autour de l'esclavage ont profondément divisé le pays. Les compromis politiques ont échoué. Les partis se sont transformés. Et pendant que les puissances européennes observaient avec attention cette jeune république, les États-Unis semblaient se diriger inexorablement vers la guerre. En novembre 1860, un nouveau président est élu. Son nom, Abraham Lincoln. Quelques semaines plus tard, plusieurs États du Sud annoncent leur sécession. Lorsque Lincoln prête serment en mars 1861, les États-Unis sont déjà divisés. Pour beaucoup d'Européens, l'expérience américaine paraît sur le point d'échouer. Mais pendant 4 années, Lincoln ne va pas seulement lutter pour sauver l'Union. Il devra également empêcher les grandes puissances européennes de reconnaître la Confédération. Mars 1861, Washington D.C. Abraham Lincoln prête serment comme 16e président des États-Unis. Originaire de l'Illinois, avocat de profession, il est le premier président issu du jeune parti républicain. Son élection provoque immédiatement une crise politique majeure. Avant même son arrivée à la Maison-Blanche, 7 États esclavagistes annoncent leur sécession et fondent les États confédérés d'Amérique. Lincoln refuse pourtant de reconnaître cette séparation. Pour lui, l'Union est permanente. Aucun État ne peut quitter les États-Unis de sa propre initiative. Quelques années plus tard, en avril 1861, les forces confédérées bombardent Fort Sumter, un fort fédéral situé dans le port de Charleston. La guerre de sécession commence. Dans un premier temps, Lincoln insiste sur un objectif précis : sauver l'Union. L'abolition de l'esclavage n'est pas encore son objectif officiel. Il cherche avant tout à empêcher la disparition des États-Unis. Mais très rapidement, Lincoln comprend que la guerre ne se joue pas seulement sur les champs de bataille américains. Elle se joue aussi à Londres et à Paris. En 1861, le Royaume-Uni est la première puissance économique mondiale. Ses usines textiles dépendent largement du coton produit dans les États du Sud. La France de Napoléon III entretient elle aussi des intérêts économiques importants avec la Confédération. Les dirigeants sudistes espèrent donc obtenir une reconnaissance diplomatique des grandes puissances européennes. Une telle décision changerait profondément le cours de la guerre. Elle donnerait une légitimité internationale à la Confédération et pourrait ouvrir la voie à une aide économique, voire militaire. Lincoln comprend immédiatement le danger. Il confie alors à son secrétaire d'État, William Seward, une mission essentielle : empêcher toute reconnaissance européenne de la Confédération. Cette bataille diplomatique devient presque aussi importante que la guerre elle-même. À la fin de l'année 1861, un incident menace pourtant de provoquer une nouvelle guerre. Un navire de guerre américain intercepte le navire postal britannique Trent et arrête 2 diplomates confédérés qui se rendent en Europe. À Londres, la colère est immense. Le gouvernement britannique commence à préparer une réponse militaire. Pendant quelques semaines, les États-Unis risquent de se retrouver en guerre contre le Royaume-Uni tout en combattant déjà la Confédération. Lincoln refuse l'escalade. Les 2 diplomates sont finalement libérés. La crise est désamorcée. Cette décision évite probablement un conflit catastrophique. Une guerre contre la première puissance navale mondiale aurait considérablement affaibli l'Union. Pourtant, la question européenne ne disparaît pas. En 1862, la guerre s'enlise. Les pertes humaines deviennent considérables. Dans plusieurs capitales européennes, certains responsables commencent à envisager une médiation entre le Nord et le Sud. Napoléon III y est particulièrement favorable. Une paix négociée pourrait conduire à l'indépendance définitive de la Confédération. Lincoln comprend qu'il doit modifier la nature même du conflit. En septembre 1862, après la bataille d'Antietam, il annonce la future proclamation d'émancipation. À partir du 1er janvier 1863, tous les esclaves vivant dans les territoires encore en rébellion seront déclarés libres. Cette décision possède évidemment une immense portée morale et politique. Mais elle constitue également un remarquable succès diplomatique. Désormais, la guerre ne porte plus uniquement sur l'avenir de l'Union. Elle devient aussi une guerre contre l'esclavage. Pour le gouvernement britannique,
qui a aboli l'esclavage 30 ans plus tôt, reconnaître officiellement la Confédération devient beaucoup plus difficile. L'opinion publique britannique, largement hostile à l'esclavage, soutient de plus en plus la cause de l'Union. En France également, Napoléon III comprend qu'une reconnaissance de la Confédération sans le soutien britannique serait extrêmement risquée. Progressivement, les espoirs diplomatiques du Sud disparaissent. La Confédération reste isolée. L'Union a remporté une victoire diplomatique décisive. Pendant ce temps, la guerre continue. En juillet 1863, la bataille de Gettysburg marque un tournant majeur. L'armée confédérée de Robert Lee est repoussée. Quelques mois plus tard, Lincoln prononce son célèbre discours de Gettysburg. En seulement quelques minutes, il rappelle que les États-Unis sont fondés sur le principe selon lequel tous les hommes sont créés égaux et que cette guerre déterminera si une telle nation peut durablement survivre. En 1864, malgré la fatigue et les immenses pertes humaines, Lincoln est réélu. Quelques mois plus tard, les armées de l'Union remportent la victoire. En avril 1865, le général Robert Lee capitule à Appomattox Courthouse. La guerre est terminée, l'Union est sauvée. Mais Lincoln sait que la victoire militaire ne suffit pas. La proclamation d'émancipation est une mesure de guerre. Pour abolir définitivement l'esclavage, la Constitution elle-même doit être modifiée. En janvier 1865, après des mois de débats politiques, le Congrès adopte le 13e amendement de la Constitution. Celui-ci abolit l'esclavage dans l'ensemble des États-Unis. Mais la victoire est de courte durée. Le 14 avril 1865, Abraham Lincoln est assassiné au Ford's Theater par John Wilkes Booth. Il meurt le lendemain matin. Les États-Unis perdent le président qui vient de conduire le pays à travers la plus grande crise de son histoire. L'amendement est adopté par les États quelques mois plus tard. Pour les gouvernements européens, le message est désormais sans équivoque. Les États-Unis ne se battent plus seulement pour préserver l'Union, ils reconstruisent désormais la nation sur de nouvelles bases constitutionnelles. Abraham Lincoln est souvent présenté comme le président qui a sauvé l'Union et mis fin à l'esclavage. Mais son héritage est aussi profondément international. Pendant toute la guerre de sécession, il comprend que l'avenir des États-Unis dépend autant de la diplomatie que des victoires militaires. En empêchant le Royaume-Uni et la France de reconnaître la Confédération, son administration prive le Sud d'un soutien décisif. Lorsque la guerre s'achève en 1865, les États-Unis sont profondément transformés. L'esclavage disparaît. Le gouvernement fédéral sort renforcé. Et les puissances européennes découvrent qu'une union réunifiée est désormais appelée à jouer un rôle de plus en plus important dans les affaires du monde. Avec Abraham Lincoln s'achève également cette deuxième saison de la Maison-Blanche et l'Europe. Depuis John Quincy Adams, nous avons suivi une jeune république qui cherche sa place face aux puissances européennes. Nous l'avons vu affirmer la doctrine Monroe, s'étendre jusqu'au Pacifique, renforcer sa démocratie, puis traverser la plus grave crise de son histoire. Les États-Unis ont survécu, mais le pays qui sort de la guerre de sécession n'est plus celui qu'avait connu George Washington. Une nouvelle période de l'histoire américaine commence et conduira progressivement les États-Unis à devenir l'une des principales puissances mondiales. C'était la Maison-Blanche et l'Europe avec Maxime Lobé. Merci d'avoir suivi cette deuxième saison. N'oubliez pas de vous abonner et de partager le podcast. Retrouvez Atlantic Perspectives sur les réseaux sociaux et sur son site internet atlanticperspectives.org. Music license via Epidemic Sound.